17 mai au 1er juin, Prune fête ses 15 ans. 15 jours de fêtes, concerts, conférences, tournois et émissions inédites. Prune lance ses festivités le samedi 17 mai au Bateau Lavoir. Revivez 15 ans de radio à travers une émission spéciale, partagez le gâteau d'anniversaire géant et bien sûr, laissez-vous porter par les mix de Mirador et DJ Orjevic. La soirée d'inauguration des 15 ans de Prune, c'est le samedi 17 mai dès 16h au Bateau Lavoir, Quessenray. Et bonjour à tous, chers auditeurs. Quel plaisir d'être là en ce samedi 17 mai en direct du Bateau Lavoir pour l'émission d'inauguration des 15 ans de Radio Prune. Il est 16h et vous êtes bien, oui, vous êtes bien sur le 92 FM. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 18h. Puis les festivités continueront sur place au Bateau Lavoir, toujours avec des discours, des gâteaux, des petits fours, des coups et des bons en plus. Tout ça avec beaucoup d'amour, alors n'hésitez plus et rejoignez-nous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme les autres, évidemment, c'est l'émission d'inauguration des joyeux, tumultueux et fougueux 15 ans de Prune. L'émission qui ouvre la porte à toutes les fenêtres, qui marque le début de 15 jours de nuit blanche, de folie, de musique, de rencontres, d'émissions décalées, de cadeaux, de surprises, de live et 15 milliards d'autres choses encore. Prune retourne la ville de Nantes jusqu'au dimanche 1er juin pour vos beaux yeux, alors ouvrez-les bien, vos yeux, et préparez vos oreilles pour cette quinzaine de fureurs. Et pendant ces 2 heures, nous, on est en compagnie de Solange. Bonjour Solange. Bonjour Charlène. De Ninon, de Juline. Salut les filles. Salut tout le monde. De Simon à l'Aréa. Bonjour Simon. De Greg et Romain qui sont en studio, qu'on salue. Et on salue évidemment chaudement toute l'équipe de Prune juste à côté de nous. Voilà. Très bien. Et les invités aussi, voilà. Alors donc Prune, première radio universitaire nantaise. Prune, à l'origine c'était un bus, puis une patinoire, puis un squat, puis aujourd'hui le 23 rue Jeanne d'Arc. Pour en parler, on accueille plein d'invités qui ont vu naître le 92 FM, qui l'ont vu avancer, trébucher, rebondir, se relever et durer toujours. On commence donc dans quelques instants avec quelques pionniers du 92 FM à l'époque où ça ne s'appelait pas encore ce n'était pas encore le 92 FM. Il y aura donc Antonin Vienne-Terry, Magali Grolier, Thomas Boutolo, Isabelle Moy et Stéphane Maté qui évoqueront avec nous les débuts de Prune dès 1999. Puis nous recevrons quelques joyeux lurons qui ont connu et vécu les 10 ans de la radio en 2009 notamment. Ils nous révéleront leurs souvenirs de cet événement dingue, mais aussi leurs propres péripéties en tant que pruniens, que ce soit lors de leurs émissions ou ailleurs. Ils seront là aujourd'hui pour vous, Camille Paulet, Thomas Ajdukovic, Corentin Faucou, Camille Viron et Jérémy Seno dit Migère. Et on poursuivra avec à notre table Jonathan Scatolini, ancien directeur de Prune de 2007 à 2012, qui a entre autres lancé le Labo des Savoirs et supervisé la radio numérique terrestre. On finira également avec une rencontre avec le bureau donc 2014 de Radio Prune, Jessica, Bérénice, Violette et Thibaut, ainsi que Vincent Degré, membre du CA, avec qui évidemment on discutera 15 ans, adolescence, première fois, poil aux zizi, bouton d'acné, les soirées à venir, le programme de l'antenne, les événements et tout. Alors ne bougez pas, parce que ce qui va suivre vaut bien un détour au Bateau Lavoir, ainsi que quelques coupettes de champagne. Les 15 ans de Prune, c'est maintenant que la fête commence. 15 ans que c'est dur. 15 ans que ça dure. Yeah, baby. Prune, la radio qui fait bander la FM. Alors ça y est, on commence avec nos premiers invités. Il y a donc autour de la table Isabelle, Magali, Stéphane, Antonin, Thomas. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être venus déjà. Alors, il y en a certains parmi vous qui étaient là dès le début, d'autres qui sont arrivés en cours de route. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous êtes, en quelle année vous êtes arrivés à Prune? Combien d'heures vous avez passé dans cette radio? Chacun. C'est plutôt des années déjà. Moi j'étais à la patinoire. Je suis arrivé à la patinoire, donc c'était en 99. C'est ça. C'était au printemps 99. Il y avait un petit studio sous les gradins de la patinoire au Petit Port. Donc il y avait vraiment une table, 4 micros, un émetteur, des lecteurs de mini-disques. Et voilà. Des lecteurs MD, tu veux dire? Des lecteurs MD, exactement. La pièce était plus petite que là où nous sommes actuellement et elle était en sous-pente. Il y avait les gradins dessous et quand il y avait des émissions, pendant qu'il y avait des matchs de hockey par exemple, l'émission était pas terrible. Alors Magali et Isabelle, vous êtes arrivées aussi en 99 aussi. Moi je suis arrivée en 99, mais moi j'étais aux Olivettes. C'était 99 ou 2000, on n'arrive pas trop à se souvenir des dates, mais enfin par là, aux Olivettes. Et toi ?
Moi, je suis arrivée fin 2000, vers octobre 2000. De Didienne. Rue Didienne. Donc vous êtes restés à peu près chacun combien d'années à Prune? Moi, je suis restée quelques mois parce qu'il fallait que je trouve un travail rémunérateur. Donc voilà, j'ai malheureusement dû quitter Prune, mais avec grand regret parce que c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Donc ça a été très difficile de quitter Prune. Moi, je suis rentrée aux Olivettes d'abord en tant que stage. Enfin, j'ai fait un stage auprès d'Edouard qui animait la matinale. Moi, j'étais en maîtrise de langues étrangères appliquées. J'ai fait un stage de 2 mois et demi dans le cadre de ma maîtrise, en fait. Et puis, je m'y suis trouvée bien. J'avais été bien traitée, donc je suis revenue l'année qui a suivi. Enfin, la saison qui a suivi, parce qu'à l'époque, ça s'arrêtait. Prune, on avait une autorisation d'émettre temporaire. Moi je suis revenue la saison qui a suivi, là du coup à plein temps, pareil pour animer la matinale avec Edouard. Enfin je faisais des reportages qui étaient diffusés dans la matinale, et puis j'ai quitté également j'ai quitté Prune pour y rester toute la journée. J'ai arrêté à la fin de cette année-là, l'année 2000 donc, je crois, parce que moi aussi il fallait que je trouve un travail rémunérateur que j'ai trouvé dans la radio aussi. Mais voilà. Donc beaucoup de temps passé en fait. Et Stéphane ? Eh bien, je crois que je suis arrivé moi sur l'intervalle entre la patinoire et l'arrivée aux Olivettes. J'avais trouvé une petite annonce au Crige. En fait, c'est vraiment un pur hasard, avec un petit papier qui mettait nouvelle radio, cherche gens pour participer à la radio à tout poste. Et puis, moi, je faisais déjà de la programmation dans le cadre associatif. Donc, j'avais envoyé un petit courrier avec un petit CV. En me demandant que ça m'intéressait de faire de la programmation musicale. Voilà, et j'ai retrouvé dans un appartement, juste avant le déménagement, un peu toute la clique, déjà avec Antonin, Edouard, Amandine, Magali aussi. Voilà, et j'ai intégré l'équipe de programmation sur laquelle je suis resté pendant 5 ans à la programmation. Et après, on avait des émissions, j'avais fait participer à plusieurs émissions là pendant presque 10 ans à Prune. Edouard et Amandine, on précise qu'ils sont aussi des membres très importants, membres fondateurs de la radio, qui hélas n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on les salue bien fort en tout cas. D'ailleurs, vous entendrez des petits bouts d'Edouard dans cette émission, et on aura Amandine aussi en émission le lundi 26 mai dans un matin. Mais pour l'instant, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet-là ? Par exemple, pour Magali, c'était un stage. Pour Stéphane, c'était une annonce qui arrivait comme ça. Pour Antonin et Thomas, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre ce projet ? Au départ, effectivement, je suis arrivé en 99, j'étais à la fac, et puis il y avait une petite équipe qui avait effectivement un peu de matériel pour faire un petit peu de radio. Et puis finalement, ce qui, je pense, nous a emmenés un petit peu tous dans ce projet-là, c'était que c'était un truc impossible au départ en fait. C'était que émettre sur la bande FM de façon définitive alors que la bande était déjà saturée, et que en gros clairement on nous avait fait comprendre que c'était bien d'émettre temporairement mais qu'on n'ira pas plus loin. Déjà ça fait un point de ralliement, et puis une envie commune de prouver que c'était possible, de prouver qu'il y avait de la place, qu'il y avait un besoin sur le créneau qu'on défendait. Donc il y a vraiment ce côté-là de monter un projet qui arrive à terme à être... aujourd'hui il y a une fréquence définitive. On avait monté une radio à Saint-Nazaire aussi. Ça n'a pas tenu aussi longtemps qu'on l'aurait voulu. Mais c'était vraiment d'arriver à construire un média qu'on considérait qui manquait à Nantes. Et comment justement vous avez participé à l'évolution de Prune durant vos années de présence à Prune, par exemple? Qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous avez fait pour que ça évolue? Je crois, pour que ça évolue, il y a quand même, faut vraiment noter l'importance du duo Edouard et Amandine quand même. Je crois que sans eux, personne serait ici aujourd'hui. Et puis, en fait, ce qui motivait, ce qui a soudé tout le monde, c'est la précarité du truc. C'est-à-dire qu'au début, on émettait pour 2 semaines. Puis après, pour 2 mois, c'était toujours la dernière émission qu'on faisait en fait. C'était un combat tout le temps un petit peu. Donc ça a soudé, et c'est ça qui a fait que ça a tenu en fait. C'était le but, je pense. Voilà. C'était tellement une horreur d'avoir ces coupures d'antenne que voilà qu'on faisait tout pour revenir l'année d'après quoi. C'était ça le moteur en fait.
Je sais pas comment vous faites aujourd'hui pour avoir un moteur, puisqu'il n'y a plus ces coupures d'antenne, mais non, mais c'était une motivation incroyable en fait. Ça donnait des forces. C'était assez fou. Alors, Charlène l'a évoqué en introduction, Prune a commencé dans des endroits plutôt incongrus pour une radio. Il y a eu un bus, une patinoire. Malheureusement, personne autour de cette table donc n'a vécu le tout début de l'aventure avec le projet Infocom, donc dans le bus. Mais il y a une personne à Prune, qui est toujours à Prune maintenant, qui est un bénévole, dinosaure, comme on aime bien l'appeler. Un bénévole qui l'a fait, il s'appelle David Racapé, et comme donc, monsieur n'est pas là cet après-midi, mais on va quand même vous passer un petit bout aussi de David. Donc c'est extrait d'une interview faite par Simon et moi-même pendant une matinale Orgasmix, et David nous y raconte ses premiers pas de prunien. Moi j'étais dans le bus donc là pour la première semaine de radio du projet Radio Prune, parce qu'à la base c'était un projet de radio. Là des anecdotes j'en ai pas beaucoup, ça a été une semaine, ça a été incroyable enfin c'est passé ultra vite. Moi j'étais à ta place Solange là tout le temps derrière la table de mixage pendant une semaine. Après on a été pendant 3 mois sous les gradins de la patinoire. Donc là effectivement ce qui était compliqué c'est les jours de match de hockey. Alors déjà pour se glisser nous au niveau du micro il fallait vraiment qu'on se baisse parce qu'on était vraiment sous les gradins, donc ceux qui étaient face au micro étaient un peu courbés parce qu'il y avait les gradins juste au-dessus. Ouais. Et du coup effectivement jour de match c'était un peu compliqué au micro parce qu'on entendait les gens taper avec leurs pieds, donc voilà. Mais le reste du temps c'était plutôt sympathique puisqu'on avait la vue directe aussi sur la piscine. Voilà, après ça pas que les mauvais côtés. Et puis après on est passé donc à rue des Olivettes là-bas dans là où est maintenant Pick-up enfin tout le reste au niveau de Pollen. Voilà. Avant c'était que des immeubles enfin c'était des squats, voilà. Et nous on avait 2 étages de squat et c'était vraiment un squat où là dès le début on a accueilli un coq avec nous parce qu'on faisait la matinale avec Edouard et le projet c'était de pouvoir faire chanter ce coq en direct. Et vous avez réussi ? Non, on a gardé le coq avec nous pendant 2 semaines. Il habitait dans les toilettes de la radio. Non. Le problème, c'est qu'à un moment, on nous a dit non les gars, c'est plus possible, ça sent vraiment trop mauvais. Donc on a abandonné l'idée du coq, on l'a mangé. C'était bon, Brigitte Bardot, vous serez tombé dessus. Big up à la poule qu'on a eu il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, on parlait, on a eu une poule dans les studios. Oui, donc t'as connu pas mal de lieux différents, de locaux différents. Ouais, j'ai connu tous les locaux. Alors moi j'étais vraiment au tout début dans le bus, dans à la patinoire, et puis après aux Olivettes. Après je suis parti faire des études, et puis je suis revenu après en bas là, rue Didienne avant de venir ici. Donc voilà. Tu as pu voir l'évolution en tout cas. Ouais. Donc, voilà. Une très bonne évolution avec des animateurs au top tout le temps. Voilà, c'était David. Une petite réaction par rapport à ces souvenirs. Vous vous souvenez vous de ce coq ? Moi je me souviens de Kéké le coq effectivement, et je me souviens que c'est Kéké le coq s'appelait. Ouais. Je me souviens, je crois que c'est Gilles Rampillon, un élu à la ville de Nantes, qui nous avait dit non mais là en termes d'hygiène, il faut cesser tout de suite. il faut rendre la liberté à ce coq parce que en gros vous allez tous mourir. il y a beaucoup trop de l'odeur était insupportable. Mais l'odeur c'était pas que le coq je crois. Ouais, probablement. J'allais dire que il y avait la clope, il y avait l'hygiène de tout le monde aussi. Il y avait un règlement intérieur qui n'existait pas et qui était bien respecté du coup. Qui fait que c'était un peu quand même le wild dans ce 3e étage, parce que le 2e étage, je pense que David n'allait faire ce qu'on disait, n'allait faire que la sieste là-bas avec son coq, mais c'est vrai que les studios étaient vraiment au 3e étage. Tout était vide là-dedans, c'était un peu particulier, pas non plus super sécure. Je me rappelle même qu'il y avait une histoire avec un psychopathe, un détraqué, une sorte de détraqué reconnu comme prédateur sexuel apparemment recherché et qui apparemment depuis des mois squattait en bas de la radio dans un petit coin. Donc on a appris ça après, genre non quoi, il y avait le prédateur sexuel qui était là depuis des mois, mais il était bien caché, personne l'avait remarqué. Ouais, c'était pas non plus top sécure comme site. Vous vous souvenez d'autres moments marquants, mis à part ce psychopathe et ce coq aux Olivettes ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme passage marquant ? C'est vrai que, comme disait Thomas tout à l'heure, la coupure d'antenne, la coupure de l'émetteur, chaque année, c'était un moment hyper difficile, et notamment aux Olivettes, où là, on avait vraiment commencé à structurer quelque chose et à avoir des équipes, une grille d'antenne hyper structurée, des équipes de journalistes, des émissions musicales. Enfin voilà, il y avait vraiment un engouement et quelque chose qui s'était créé. Et cette coupure-là d'antenne, effectivement, c'était vraiment très très dur.
Et comment on gère une radio où il y a des coupures d'antenne? Est-ce que tout s'arrête du jour au lendemain? Comment Il y a un vous peu de ça, procédez? ouais, mais après effectivement on reste mobilisé quand même derrière. Il y a toujours c'est un projet où on se battait chaque année justement pour refaire des dossiers auprès du CSA, auprès du CTR, du Conseil technique de Rennes pour pouvoir réémettre. Donc il y avait toujours une équipe qui se mobilisait pendant l'été pour continuer de travailler sur les dossiers, sur la mise en place de la grille de l'année d'après, rechercher des locaux, des financements. C'est vrai que ce que disait Thomas aussi, c'est en même temps cette coupure de 3 mois, c'était quand même 3 mois à chaque fois, et c'était vraiment un moteur aussi à chaque fois pendant ces 3 mois pour bosser et repréparer encore une rentrée à la limite encore plus béton que l'année précédente. Et puis remobiliser des gens aussi. Remobiliser des gens encore plus, essayer de trouver d'autres émissions et d'avoir à chaque fois une grille de plus en plus complète et un projet qui tient de plus chaque année de mieux en mieux la route par rapport après à la volonté justement de vouloir avoir cette fréquence définitive qui est quand même venue quand même très tardivement finalement au bout de un paquet d'années. Mais c'est vrai que ça a été des grosses fêtes, ces coupures d'antenne, donc c'était quand même un truc assez spécial de dire que voilà, à tel jour, à minuit, tout s'arrêtait. L'antenne s'arrêtait, il n'y avait plus rien, c'était un blanc. Donc c'était à chaque fois des grosses fêtes qui ont été organisées, en particulier souvent au lieu unique, avec beaucoup de monde. Et voilà une sorte de décompte qui arrivait et tout d'un coup, c'était le blanc. Et puis ce qu'on appelait aussi le prunoton avant, c'est-à-dire qu'il y avait une semaine, ça se jouait en heure de libre antenne par rapport au numéro de la fréquence, donc 92 FM, on faisait 92 heures de direct. Je pense qu'on aurait fait venir un Guinness Book, on aurait quelque chose, mais là aussi par rapport à l'hygiène, personne ne serait rentré. Non, c'était assez terrible, hein, les prunotons avec les sacs de couchage dans le studio et tout. Enfin, voilà, mais c'était des grands moments aussi. Ça. Et ça se préparait aussi. Pardon, tu dis que, enfin, comment est-ce qu'on pouvait gérer ça, on les préparait aussi avec les auditeurs, parce que finalement, on avait beaucoup de soutien. On les préparait en disant bon bah à tel jour, à telle heure, ça va s'arrêter. Après, on faisait un décompte. Et effectivement, c'était l'occasion d'une grosse fête. À cette grosse fête, il n'y avait pas que nous bénévoles ou très actifs. Il y avait aussi les auditeurs qui étaient là. Et je pense que c'est aussi parce qu'on avait le soutien des auditeurs qu'on pouvait repartir, enfin ou pas. On savait jamais, mais on avait ça aussi qui était important quand même. On savait jamais si ça allait repartir et c'est vrai que c'était ça aussi qui créait l'événement, c'est que justement les auditeurs ils nous suivaient parce qu'ils savaient que peut-être il n'y aurait plus rien, que nous aussi on savait qu'il n'y aurait peut-être plus rien, donc ça créait l'événement en fait. Là aujourd'hui c'est compliqué de créer un événement aussi fort que ça je trouve, hein, parce que ça pouvait être la fin, à chaque fois qu'on coupait c'était la fin quoi. Alors qui dit coupure d'antenne, il dit aussi autorisation des maîtres du CSA. C'est donc vraiment les plus grands défis en fait que la radio a dû relever. Édouard, que j'ai pu interviewer au téléphone, on a gardé un souvenir assez précis de la première discussion mouvementée avec le CSA. C'était après la première saison 1999-2000. Quand vous vous retrouvez moi à l'époque je devais avoir 22 ou 23 ans dans la tour du CSA face à des gens qui sont des gens quand même extrêmement importants parce que c'est des gens qui régulent la télévision et la radio en France et que là on vous dit allez rentrez chez vous maintenant, de toute façon c'est fini pour vous et que vous tenez tête, que vous déposez votre pétition. Je me rappelle pour la petite histoire qu'on avait récolté plus de 5 ou 6 000 lettres de soutien à Nantes, donc ça tenait dans 2 gros cartons et je me rappelle pour l'anecdote donc elle a pas voulu les prendre en fait, les services du CSA ont pas voulu les conserver et donc on a été obligé de les déposer dans le couloir et on les a laissés dans le couloir en partant parce qu'on voulait pas symboliquement retourner à Nantes avec nos lettres de soutien mais bien les laisser devoir regarder et traiter tous ces courriers quoi. Et ça je trouve que c'est vraiment un moment, une anecdote très forte parce que ça montrait bien l'obstination qui pouvait être la nôtre et puis celle de tous les gens qui étaient dans le projet à l'époque. Vous vous en souvenez, Antonin, de cette complètement. première rencontre? Je me souviens hyper bien de cette campagne de soutien qu'on avait lancée et pour justement prouver au CSA qu'on avait un vrai intérêt, un vrai appui en local. Donc ça allait de lettres de soutien institutionnels, des partenaires culturels, associatifs qu'on pouvait avoir ici, mais aussi justement et pour la plupart des stands qu'on avait installés partout en ville pour faire signer des lettres de soutien, que ce soit à Ramdam à l'Ouest où on était présent sur un événement, donc à la Cité des Congrès, on en parlera peut-être plus tard.
Ou Place du Commerce, on avait installé des stands aussi pour justement expliquer notre problématique, faire comprendre aux gens qu'on avait besoin de soutien auprès du CSA pour renouveler des fréquences. Et c'était des moments aussi assez incroyables. Justement, comme disait Magali, là où on récupère aussi le soutien populaire, c'était vraiment fort. Puis il y avait vraiment ce côté du combat de David contre Goliath, effectivement, et ce que dit Edouard très bien, c'est qu'effectivement de se retrouver tout petit jeune dans le bureau du CSA où on vous dit monsieur ou madame, faut changer de métier puisqu'effectivement aujourd'hui la bande FM elle est saturée. Forcément ça crée un besoin une envie de se battre et voilà quoi. Donc cette campagne de soutien c'était grand. Est-ce que justement l'arrivée du web, c'était une opportunité pour vous, parce que vu que finalement on arrêtait l'antenne, est-ce que le fait que le web soit pas contrôlé par le CSA, c'était une opportunité, vous vous êtes dit hop, Prune va se lancer dans la web radio? C'était pas du tout le kiff, moi je trouve, personnellement. C'était très bien, Internet c'est très bien, mais mais ça change pas que à l'époque c'est de la radio qu'on voulait faire, et ça change un peu la donne, je trouve, de faire une émission, une web radio plutôt que, surtout à l'époque en plus, je sais pas. Oui, si ça nous a permis d'être la continuité de l'antenne, effectivement, et puis techniquement, ça nous a aussi lancé un défi à un moment donné de réussir à émettre en direct sur le web. Aujourd'hui c'est bien autre chose que ça, justement ça a aussi développé tous les podcasts qu'il peut y avoir aujourd'hui, toute la réécoute en ligne qu'on peut avoir, mais au départ effectivement c'était pas forcément l'objectif de basculer sur le web pour prendre le relais de l'antenne en direct. C'était plus, on faisait ça plutôt par dépit quand même. Ouais. C'était pour déjouer le CSA peut-être. Ça faisait... Non, pour garder le rythme aussi un petit peu, même nous entre nous, pour continuer. Oui, ouais, aussi pour leur montrer, pour nous montrer qu'on continuait de toute façon. Mais ce qu'on voulait, c'était de la fréquence, quoi. On voulait de la fréquence. Ces web radio, la web radio, elle fonctionnait du coup quand il y avait coupure d'antenne, c'est ça? Ou c'était elle fonctionnait tout le temps. Elle fonctionnait tout le temps. Après, il y avait beaucoup moins d'émissions en direct. C'était programme très allégé, quoi. On se concentrait plutôt sur l'obtention de la nouvelle fréquence, former des nouvelles personnes pour le turnover de l'hypothétique rentrée, quoi. On continue à parler des débuts de Radio Prune dans cette émission spéciale, inauguration 15 ans que ça dure. Mais avant ça, on fait une pause musicale avec... I was feeling low, now I'm on the moon, 'cause I smoke that good shit, and I surely hope I don't come down too soon, 'cause that would really be bullshit. I take a hit in the morning, and no baby, I don't think it's too soon. It's just a guarantee it will be a brighter afternoon. Now it might be hard for you to understand why I do what I do, but baby it is amazing, and I can't think of any way else to keep my cool. And I tell my mom, thank God I'm not an alcoholic or gambler pawn in his last pair of shoes. No, I'm just a smoker, and I'ma be a smoker till the day I cross through. You wanna get high, baby, there's no need to say no more. Go ahead and leave your worries at the door. I said, you wanna get high, baby, there's no need to say no more. Go ahead and leave your worries at the door. Come on in, the brown water's fine and the blunt was just. I got 99 problems, but today I can't seem to think of one. Yeah. And I've been on the move, and lately I've been puffing Molly. It makes me feel like I woke up in a new Bugatti. I don't need no Versace. Last pair of shoes. No, I'm just a smoker, and I'ma be a
course through. You wanna get high, baby, baby, there's no need to say no more. Go ahead, leave your worries at the door. You wanna get high, baby, baby, there's no need to say no more. Go ahead, leave your worries at the door. Et c'était Charles X Red Rum, Leave Your Worries. Alors Charles X Red Rum qu'on reçoit le 28 mai à Pollen. Le concert suite à la conférence, voilà, le 28 mai. De retour sur les ondes du 92 FM pour l'émission d'inauguration des 15 ans de Radio Prune. Et on est en direct du bateau Lavoir. On vous attend. Venez boire un verre avec nous. Venez nous voir. Venez nous écouter. Venez partager un discours, des petits fours, des mix DJ de Prune. Tout ça jusqu'à 23h. Et on reprend avec l'équipe historique. Voilà. Ouais, une partie. Oui, voilà, donc non, comment que dire, que faire, là je suis prise au dépourvu. Tout à l'heure, Antonin en parlait. Thomas, il y a eu le projet Prune Saint-Nazaire que Thomas a lancé plus ou moins avec Manu Legrand. Le petit notamment. enfant mort-né. Alors pour être tout à fait exact, on a été dépêché par la grande direction. Hein, ça devenait de plus en plus. C'était la décentralisation. C'était la décentralisation, voilà, la holding. Non, c'est avec mon collègue Guillaume surtout. C'est Manu qui a pris le relais après à Saint-Nazaire. Ouais, c'était assez folklorique, hein. C'est pas le même tissu politique à Saint-Nazaire. C'était différent. Beaucoup d'anecdotes, hein, quand même. Déjà, la radio pour les locaux, ça se situait dans une ancienne station-service de centre-ville, c'est-à-dire un cube en tôle. Tout confort. Tout confort avec tout confort. Enfin vraiment, toute petite cette radio, et puis aussi une grosse galère pour mettre l'émetteur, pour poser l'antenne. Dieu sait qu'il y a des grands immeubles à Saint-Nazaire, mais non, on a fini sur le toit du presbytère de l'église, avec notamment quelques rendez-vous avec monsieur le curé autour de Coca-Cola sans bulle. C'était un peu glauque chez monsieur le curé. Mais on le remercie, hein, parce que sans lui, bon, voilà. Il nous avait fait signer une sorte de charte comme quoi fallait qu'on soit quand même bien à l'antenne, un petit peu, voilà, hein, pas trop. Mais sans lui, il y aurait rien eu non plus, hein, donc voilà. La petite histoire Saint-Nazaire avec une inauguration aussi sur une grande place à Saint-Nazaire où on devait être à peu près 3-4. Organisateur inclus. Non, mais c'était une super expérience. Et puis ça devenait complètement fou de gérer les deux villes à la fois. Heureusement, il y avait le train. Enfin, c'était incroyable. Hein, super. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce que ça n'a pas continué avec Saint-Nazaire? Je sais pas. Je crois que c'est Manu qui a merdé. Nous tout se passait très très bien, et on lui a laissé le bébé et il l'a crevé. Mais ça, je crois qu'il sera dans la matinale du lundi 26. Exactement, il pourra revenir là-dessus. Non, je crois ça c'est le CSA, hein. Tout simplement. Une fréquence nous l'a donné déjà, la fréquence définitive. Ça, je pense que c'était ça leur suffisant faisait a mal, priori, ouais, c'était suffisant. déjà. Donc voilà, on vous donne ça, et puis hein, c'est ce qui devait se dire. On vous donne la fréquence à Nantes, mais c'est fini pour Saint-Nazaire. Oui, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, il me semble qu'on a eu la fréquence définitive de Nantes. C'est ça, avec en même temps qu'on a arrêté Saint-Nazaire. Voilà. Donc, voilà. Les cartes étaient distribuées. Mais je crois, enfin, si je ne m'abuse, que c'est pas possible d'avoir une même association qui ait une fréquence définitive et une fréquence temporaire. Là, on rentre dans des considérations on avait déjà techniques. fait des premières auprès du CSA, effectivement, dans le sens où on était la première radio à avoir 2 fréquences temporaires dans 2 villes différentes. Voilà, et puis à renouveler les fréquences temporaires aussi. Il y a beaucoup de jurisprudence avec marqué Prune au CSA, je pense. Il y a un petit dossier spécial. Tout à l'heure, vous avez parlé de grandes soirées, de clôture d'antenne au lieu unique. Est-ce qu'il y a d'autres grands événements, grandes soirées organisées par Prune qui vous ont marqué? Les soirées aux rues quand même.
On a fait 2-3 bonnes C'est soirées vrai, dans les soirées restaurants à universitaires. la Lambarderie, Ricordo. Il y en a eu 3, il me semble. Ricordo, Tertre, Lambarderie. On avait commencé, il faut savoir que le Crous, qui était donc déjà le partenaire avec l'université de Nantes, souhaitait pour le lancement de la radio qu'on participe à l'animation du campus. La dynamisation. À la dynamisation du campus, sans trop savoir ce qu'il voulait.